Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale qui va porter une fois de plus sur le Canada et particulièrement sur les premières démarches à faire quand on part s'installer au Canada. Dans cette vidéo je vais parler des premières démarches à faire pour s'installer au Canada dans le cadre d'un permis jeune professionnel ou dans le cadre d'un permis PVT. Avant de commencer cette vidéo je voulais préciser que je ne suis pas agente de l'immigration, que tout ce que je dis ça relève de mon expérience. Et je vais essayer d'aborder un maximum de questions auxquelles moi j'aurais aimé avoir des réponses avant de venir au Canada. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner. Et c'est parti pour la vidéo. La première des choses à faire quand on arrive dans un pays étranger, donc là en l'occurrence au Canada, c'est bien évidemment de trouver un logement. Par rapport à mon expérience et ce que je vous conseille, c'est de ne pas directement depuis la France chercher votre logement définitif. Pour X ou Y raison, vous pouvez ne pas venir au Canada finalement, donc je vous conseille de prendre par exemple une auberge de jeunesse pour les 15 premiers jours ou pour la première semaine, pour ne pas vous engager sur un contrat à long terme pour un logement si jamais il y a un problème à l'immigration ou je ne sais quoi. Donc moi personnellement j'avais pris une auberge de jeunesse à Montréal, même si mon lieu de travail n'est pas à Montréal même, mais c'était simplement pour avoir un pied-à-terre au départ. Ne payez personne à l'avance par internet ou à distance parce que tout simplement il y a énormément d'arnaques, surtout si on sait que vous êtes étranger, les arnaques sont très nombreuses, donc ne payez pas de loyer en avance ou ne donnez pas de dépôt tant que vous n'avez pas vu la personne en vrai et le logement en vrai. Le langage au Canada concernant le logement n'est pas le même qu'en France. Au Canada on va beaucoup parler en 3,5, 2,5, 4,5, surtout dans la partie francophone. Le 2,5, 3,5, 4,5 en fait désigne le nombre de pièces qu'il y a dans l'appartement. Par exemple il peut y avoir 2 pièces si c'est un 2,5 et le demi ça correspond à la salle de bain qui correspond à une demi-pièce. Mais attention, le 2,5 ou 3,5 ne va pas donner la superficie de l'appartement, c'est-à-dire qu'un 2,5 peut être beaucoup plus grand qu'un 3,5, donc faites attention à ça. Et du côté anglophone du Canada, on va beaucoup parler aussi en appartement studio, donc là on va parler en one bedroom, two bedroom, etc. Mais là je parle vraiment pour la partie francophone au Québec, plus particulièrement où on va parler en 2,5, 3,5, donc ne soyez pas surpris si on utilise ces termes-là. Pour chercher un logement au Canada, vous avez plusieurs options. La première, c'est ce qu'on appelle les condos. Condo, c'est le diminutif de condominium. Donc en fait, ce sont des studios, des appartements qui sont dans des résidences de luxe parce que vous avez par exemple une piscine, un gardien 24h/24, vous avez une salle de sport, etc. Donc pour vous donner une idée, par exemple un 3,5 à Montréal proche d'une station de métro, proche des commodités et avec les électroménagers inclus va vous coûter plus de 1000 $ canadiens par mois. Un 4,5 à Montréal, ça va vous coûter autour de 1500 $ canadiens. Donc c'est vraiment une option qui est chère. Donc si jamais vous voulez économiser ou que vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, je ne vous conseille pas cette option. L'autre option pour les logements que vous avez, c'est ce qu'on appelle des sous-sols aménagés donc dans des maisons. Donc c'est très commun au Canada de faire ça, c'est-à-dire que les gens vont avoir leur maison, leur lieu de vie, et puis au sous-sol ils vont avoir un espace aménagé comme un appartement indépendant. Certaines personnes vont louer cet espace à des locataires pour avoir un petit revenu par mois. C'est une option qui est beaucoup moins coûteuse que les condos. L'inconvénient c'est évidemment qu'il y a beaucoup moins de luminosité, mais par contre l'été il va faire beaucoup plus frais puisque c'est en sous-sol. Puis une option aussi que vous pouvez avoir pour le logement au Canada, c'est des chambres en colocation. Donc là ça va surtout concerner les étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui peuvent louer une chambre. C'est dans des maisons qui vont être dispatchées en plusieurs chambres et il va y avoir salle de bain commune, cuisine commune. Et là par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le prix d'une chambre par mois ça peut aller de 600 à 750 $ par mois, donc vous voyez que c'est beaucoup moins cher qu'un condo. Je vous conseille, si vous venez au Canada, de prendre un logement qui est entièrement équipé, qui est tout meublé, parce que ça vous évitera d'acheter des meubles puis ensuite de les revendre, etc. Ça vous fera gagner du temps et gagner de l'énergie. Et également faites très attention dans le prix que vous voyez pour le logement aux charges incluses, parce que l'électricité, le gaz, ça peut facilement revenir cher, donc essayez de prendre un logement qui est charge tout incluse, comme ça vous n'aurez pas de surprise.
Les sites à regarder pour chercher un logement, ça peut être par exemple kijiji.ca. Donc Kijiji, c'est l'équivalent du Bon Coin en France. En gros, vous aurez plein de petites annonces. Appelez toujours la personne à l'avance, essayez de la rencontrer avant d'acheter quoi que ce soit, essayez de visiter le logement avant d'acheter quoi que ce soit parce qu'il y a énormément d'arnaques. Il y a aussi par exemple le site lepac.com ou encore logisquebec.com. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez checker ça. Par exemple, il y a également les groupes Facebook par exemple. Vous pouvez taper logement à louer dans votre ville en question et vous trouverez plein de groupes Facebook dans lesquels des gens vont faire des annonces, vont proposer des logements. Il y a également le site kangaloo.com et enfin il y a le site Airbnb. Mais Airbnb c'est quand même assez cher, donc Airbnb je vous le conseille que si c'est pour une courte durée, mais si c'est sur une longue durée je vous le conseille pas. Et finalement une bonne façon de trouver un logement aussi, c'est par le bouche à oreille. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé, c'est-à-dire essayer de demander à vos collègues de travail si vous avez un emploi. C'est souvent les premières personnes qu'on va côtoyer quand on va dans un pays étranger, c'est ses collègues de travail. Donc essayez de demander si vos collègues n'ont pas des contacts de personnes qui seraient intéressées pour louer un logement. Je vous conseille d'avoir un numéro canadien parce que tout simplement ça va être beaucoup plus facile pour appeler les gens qui font les annonces. Surtout en général si vous avez un numéro étranger, on va pas vous rappeler, donc ayez un numéro canadien, ce sera beaucoup plus simple. On va en parler juste après. Concernant les logements, j'avais envie de vous partager différentes informations qui pourraient vous être utiles au Québec. Là je vais vous parler pour le Québec parce que c'est là où je suis, donc c'est ça que je connais le mieux. Mais en fait il y a un jour férié qui est le 1er juillet et qui est un jour exprès pour que les gens puissent déménager. C'est à ce moment là que le bail se termine. La meilleure période pour chercher un logement ça va être un petit peu avant juillet, donc en général de mars à mai. Il est tout à fait possible pour un propriétaire de louer un logement à un locataire sans qu'il y ait de contrat signé, donc juste oralement. Le propriétaire peut tout à fait vous mettre à la porte du jour au lendemain, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de contrat, il peut faire ce qu'il veut. Mais en même temps, vous aussi, vous serez plus libre, vous n'aurez pas par exemple de dépôt à payer, vous n'aurez pas de préavis à respecter. Mais en tout cas la signature d'un bail n'est pas obligatoire. Et comme je vous le disais, les locations durent en général 1 an, mais ça peut aussi se faire au mois ou carrément à la semaine. Également le propriétaire il peut vous demander un dépôt, une garantie qui est là juste si jamais vous endommagez les lieux, si jamais vous cassez quelque chose. Attention, cette procédure de demande de dépôt, de garantie, elle est illégale au Québec. Sachez qu'une assurance habitation n'est pas obligatoire au Canada. Quand vous arriverez au Canada, dans les 3 premiers jours de votre arrivée, je vous conseille d'avoir un numéro NAS, un numéro d'assurance sociale. Donc en fait c'est un numéro qui est composé de 9 chiffres et qui va vous permettre de travailler au Canada. Et lorsque vous aurez un emploi, c'est ce numéro que votre employeur vous demandera le 1er jour de votre arrivée. A noter aussi que si vous êtes qualifié de résident temporaire au Canada, votre numéro NAS commencera par le chiffre 9. Si vous n'avez pas de numéro NAS, alors vous ne pourrez pas travailler au Canada. Et en plus, c'est une procédure qui est totalement gratuite pour la première demande, donc n'hésitez pas à le faire assez rapidement. Pour obtenir votre numéro NAS, c'est une procédure qui est très facile et rapide. J'avais pris rendez-vous dans un centre service Canada. J'avais pris rendez-vous par téléphone en disant que tel jour je voulais me rendre sur les lieux pour obtenir mon numéro NAS. Là, vous expliquez votre projet, comme quoi vous allez venir dans le cadre d'un permis de travail. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone et le jour J finalement il faut juste présenter son passeport, son permis de travail et vous aurez votre numéro NAS. Le jour J on va vous donner un papier. Attention, le numéro NAS c'est un numéro qui est strictement confidentiel, que vous ne devez donner qu'à votre employeur, c'est à dire que ni votre banque ni votre opérateur de téléphone ne doit connaître votre numéro NAS. Vous ne devez le donner à personne, simplement à votre employeur et le garder précieusement. Lors de la demande du numéro NAS on va vous demander une adresse, mais pas de panique, si vous êtes nouvel arrivant, que vous venez juste d'arriver, que vous n'avez pas d'adresse fixe, évidemment on va le comprendre, donc vous pouvez donner par exemple l'adresse de votre auberge de jeunesse en cours, c'est pas grave, le but c'est juste d'avoir une adresse qui prouve que vous logez actuellement au Canada. Évidemment la validité de votre numéro NAS sera la même que la validité de votre permis de travail, c'est à dire que si votre permis de travail finit dans 2 ans, alors votre numéro NAS expirera dans 2 ans. Encore une fois je le rappelle, pour obtenir son numéro NAS il faut aller dans un centre de service Canada. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour prendre rendez-vous dans un centre de service Canada au Québec par exemple. Moi je l'ai pris à Montréal parce que c'est une grande ville, mais il y en a un petit peu partout. Si vous comptez résider au Canada sur du long terme ou du moyen terme, je vous conseille très fortement d'ouvrir un compte bancaire canadien.
Donc là pareil, dans les 3 premiers jours de votre arrivée, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte bancaire canadien. C'est une démarche qui est très simple et tout simplement ça vous évitera de payer des frais exorbitants lorsque vous allez payer, de payer dans la monnaie locale. Et puis de toute façon c'est indispensable d'ouvrir un compte canadien lorsque vous travaillez au Canada parce que tout simplement le salaire que vous percevrez sera transféré vers un compte canadien. Il ne pourra pas être transféré vers votre compte français par exemple. Dans votre pays d'origine, donc par exemple en France, je vous conseille de prévenir votre banque comme quoi vous allez partir à l'étranger pour une longue durée, comme quoi il va y avoir des transactions par exemple vers le Canada pour que votre banque ne soit pas surprise et qu'elle ne soupçonne pas un vol de carte, pour éviter en fait qu'il y ait des soupçons de vol sur votre carte bancaire. Il y a 2 possibilités, soit vous ouvrez un compte à partir de votre pays d'origine directement sur internet, vous pouvez ouvrir votre compte, vous pouvez même depuis votre pays d'origine, donc par exemple depuis la France, vous pouvez même directement mettre de l'argent sur votre compte canadien via TransferWise. Je vous invite à regarder la vidéo sur les différentes applications pour voyager et je parlais justement de l'application TransferWise qui permet de transférer de l'argent de votre compte français vers votre compte canadien. Vous pouvez donc directement mettre de l'argent sur votre compte canadien, ou alors si vous ne voulez pas ouvrir de compte canadien et mettre de l'argent à l'avance sur votre compte, vous pouvez aussi simplement prendre un rendez-vous avec un conseiller dans la banque de votre choix et le jour J vous vous présentez face au conseiller et avec le conseiller vous allez ouvrir votre compte bancaire, il va tout vous expliquer correctement. Au Québec il y a 3 banques principales, il y a la banque Desjardins, la banque RBC pour Royal Bank Canada et la banque BNC qui veut dire Banque Nationale au Canada. Moi personnellement j'ai choisi de prendre la banque BNC tout simplement parce que la banque Desjardins malheureusement elle n'a des enseignes que au Québec et en Ontario, donc si jamais vous voyagez ailleurs que au Québec et en Ontario vous ne trouverez pas d'enseigne Desjardins, vous ne trouverez pas de guichet Desjardins, vous ne pourrez pas retirer des sous. J'ai choisi également BNC parce que pour les nouveaux arrivants en fait il y a différentes offres et BNC offrait 3 ans sans frais fixes pour l'ouverture d'un compte chèque alors que la banque Desjardins offrait seulement ça pendant 1 an. Donc en gros quand vous ouvrez votre compte vous n'avez pas de frais à payer suite à l'ouverture de ce compte pendant les 3 prochaines années. Renseignez-vous bien sur les différentes banques qui existent, faites-vous votre propre opinion. Le système bancaire au Canada ne fonctionne pas du tout de la même manière que le système bancaire en France. En France, on a ce qu'on appelle la carte de débit. On dit jamais débit, mais en gros c'est une carte de débit. Ça veut dire que c'est avec ça que vous pouvez retirer de l'argent, que vous pouvez payer en magasin, que vous pouvez faire vos courses. Alors qu'au Canada, on va distinguer 2 cartes. On va distinguer la carte de débit et la carte de crédit. La carte de débit, c'est une carte qui va vous permettre justement de faire des achats en magasin, de payer vos courses, de retirer de l'argent liquide. Les découverts sur cette carte ne sont pas autorisés et c'est une carte qui va directement prélever de l'argent sur votre compte chèque, c'est-à-dire un compte où vous allez voir vos dépenses de manière immédiate. Tant il n'est pas possible de faire des achats en ligne avec votre carte de débit. Si vous avez un emploi, eh bien le salaire que vous recevrez, il sera donné sur votre compte chèque. Donc la carte de débit, elle va vous être donnée immédiatement à l'issue de l'ouverture de votre compte. Donc lorsque vous allez vous présenter devant le conseiller va directement vous donner une carte de débit immédiatement. Par contre la carte de crédit, c'est une carte qui va s'obtenir par la poste. Donc là le conseiller va vous demander de donner une adresse. Donc donnez bien une adresse où vous êtes sûr de rester au moins pour les 2 prochaines semaines, même si ce ne sera pas votre adresse permanente pour la suite de votre voyage. Essayez de donner une adresse où vous serez sûr d'être présent pour les 2 prochaines semaines, le temps de recevoir votre carte de crédit. La carte de crédit, c'est le fait que la banque, pendant une certaine durée, va vous prêter de l'argent et tous les mois ou toutes les 2 semaines, vous allez devoir rembourser cet argent si vous l'empruntez. Et donc cette carte de crédit, le principe c'est que la banque, tous les mois, elle va mettre à votre disposition une certaine somme. Donc moi, par exemple, la somme maximale que je peux emprunter, c'est 2000 $, bien que je ne vais pas emprunter autant. Avec cette carte de crédit, vous pouvez effectuer des achats en ligne, principalement, et donc c'est comme si que vous allez emprunter de l'argent à la banque et tous les mois, à la fin du mois, vous allez devoir rembourser la somme que vous avez empruntée à la banque. Plus vite vous allez rembourser votre carte de crédit, plus vite votre cote de crédit, on appelle ça, va monter. Il faut surtout pas oublier de rembourser à temps votre carte de crédit. La carte de crédit va être associée à un compte épargne et la carte de débit va être associée à un compte chèque. Lorsque vous allez emprunter de l'argent avec votre carte de crédit, par exemple vous allez emprunter de l'argent si vous faites des achats en ligne avec cette carte parce que vous ne pourrez pas faire des achats en ligne avec votre carte de débit.
Pour rembourser cette carte de crédit, sur l'application de la banque de votre choix, vous allez tout simplement transférer de l'argent entre votre compte chèque et votre compte épargne. Et évidemment, si vous avez dépensé de l'argent avec votre carte de crédit et que vous ne remboursez pas cette carte de crédit à temps, alors il va y avoir des taux d'intérêt qui vont s'appliquer de plus en plus élevés au fur et à mesure du temps. Donc surtout essayez de payer à temps parce que les taux d'intérêt ça peut aller jusqu'à 20%. Et de toute façon, le salaire au Canada, il est donné toutes les 2 semaines et non pas tous les mois pour justement que vous ayez suffisamment de rentrée d'argent toutes les 2 semaines pour pouvoir rembourser facilement votre carte de crédit. L'utilisation de la carte de crédit, elle est assez importante, surtout si vous voulez vous installer à long terme au Canada. Plus vous allez rembourser vite et facilement votre carte de crédit, comme je le disais, plus vous allez avoir une cote de crédit qui va augmenter. Si un jour vous cherchez un logement sur un contrat à long terme, ou si vous voulez acheter une maison ou acheter une voiture, etc., le propriétaire d'un logement par exemple va regarder votre cote de crédit, et si votre cote de crédit est élevée, ça veut dire que vous êtes un bon payeur, ça veut dire que vous avez toujours très facilement remboursé rapidement votre carte de crédit. Ça va être un indicateur qui va indiquer si vous êtes un bon payeur ou non, si vous remboursez facilement vos dettes ou si au contraire vous mettez beaucoup de temps, si vous avez tendance à être régulier dans vos paiements, dans vos dettes, ou alors si au contraire vous ne payez jamais. Donc votre cote de crédit elle est très mauvaise si vous ne payez pas à temps votre carte de crédit, ou bien si vous ne remboursez carrément pas votre carte de crédit. Enfin, la dernière étape qui est utile, qui peut être utile pour vous si vous venez au Canada, c'est d'avoir un numéro de téléphone canadien. Si vous êtes au Canada en tant que touriste pour quelques semaines maximum, alors je ne vous conseille pas d'avoir un numéro de téléphone canadien parce que ça ne vous sera pas indispensable. Surtout, le Canada est très en retard sur les forfaits téléphoniques. Pour vous donner une idée, mon forfait il me donne 6 Go d'internet, j'ai je crois 2 heures d'appel et je paye 50 $ par mois. C'est très cher, donc si jamais vous êtes au Canada et que le numéro de téléphone canadien n'est pas indispensable pour vous, alors je vous conseille d'utiliser un forfait français par exemple Free, et des forfaits pour aller à l'étranger qui sont à 20 € par mois. En revanche, si vous voulez vous installer sur du long terme au Canada pour plusieurs mois, voire pour plus d'1 an, etc., alors là le numéro canadien sera indispensable. Si vous venez avec un permis de travail, je vous conseille très fortement d'avoir un numéro canadien parce que vous serez beaucoup plus facilement joignable pour chercher un logement par votre employeur, etc. Ce sera beaucoup plus facile. Donc pour ça il y a différentes options. Donc si vous voulez avoir une carte SIM assez rapidement canadienne, je vous conseille la carte SIM FIZZ, F-I-Z-Z. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos, et c'est une carte SIM qui coûte environ 10 $, et via le site internet FIZZ vous pouvez activer votre carte SIM facilement. Donc moi par exemple, comme je vous disais, j'ai 6 Go d'internet et j'ai pris une option pour appeler en France également, et je peux appeler des numéros canadiens et en recevoir évidemment, et je paye environ 50 $ par mois, ce qui est assez cher, mais malheureusement c'est le prix moyen des forfaits téléphoniques. Donc il y a cette option là. Sinon après il y a évidemment d'autres forfaits téléphoniques que je connais pas, mais vous pouvez vous renseigner. Sinon pour avoir un numéro de téléphone canadien, il y a d'autres options, des applications TextNow ou Fongo. Ce sont des applications qui sont payantes mais qui sont de l'ordre de 5 $ par mois, donc c'est beaucoup moins cher qu'un forfait téléphonique classique. En fait ce sont des applications qui transforment votre numéro de votre pays d'origine, par exemple votre numéro français, en numéro canadien, qui vous permet aussi d'envoyer des messages ou d'appeler. L'inconvénient de ces applications, c'est qu'elles ne fonctionnent pas toujours très bien et qu'il faut absolument avoir une connexion internet, donc de la Wi-Fi, pour envoyer des messages ou pour en recevoir. Également, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des bugs avec ce genre d'application. L'inconvénient de ces applications, c'est qu'il faut absolument avoir une connexion internet pour être joignable, pour qu'on puisse vous appeler. Et enfin, j'avais aussi envie de vous parler de l'assurance maladie du Québec, puisque pour bénéficier des services de santé au Canada, il faut être affilié à l'assurance maladie du Québec. L'accès aux soins ne se fait que pour les personnes qui sont citoyennes canadiennes, résidentes permanentes ou qui ont un permis de travail fermé. Ceux qui ont un permis de travail jeune professionnel peuvent tout à fait s'inscrire à la RAMQ, à l'assurance maladie du Québec, mais malheureusement les PVTistes ne peuvent pas accéder à la RAMQ, ils ne peuvent pas s'inscrire à la RAMQ.
L'assurance maladie du Québec, c'est l'équivalent de la CPAM en France. Ça vous donne accès aux services hospitaliers de base. Mais évidemment, par exemple en tant que PVTiste, ou même si vous faites un permis de travail fermé jeune professionnel, vous devez de toute façon avoir une assurance santé privée, puisque c'est obligatoire pour venir au Canada. Et c'est dans les conditions pour obtenir votre permis de travail. Vous devez souscrire à une assurance santé valide toute la durée de votre permis de travail. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'explique toutes les démarches de A à Z pour postuler à un permis de travail et pour obtenir son permis de travail au Canada. Un permis de travail soit fermé jeune professionnel, soit ouvert PVT. Donc je vous invite à regarder cette vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Si jamais vous avez envie de faire partie de la RAMQ, donc le régime d'assurance maladie du Québec, si vous avez envie de faire partie de ce régime-là, je vous conseille de postuler en amont parce que c'est très long. Alors il y a une entente entre le Québec et la France qui permet de réduire un petit peu ce délai de 3 mois, mais ça reste quand même très long. Si jamais vous faites partie du régime d'assurance maladie du Québec, alors vos droits en France seront automatiquement supprimés. Il faudra remplir un formulaire, je vous mettrai le nom juste ici. Ce formulaire qu'il faudra demander à votre CPAM en France, et c'est un formulaire que eux doivent remplir pour que vous puissiez postuler à la RAMQ, le régime d'assurance maladie du Québec. Vous pourrez bénéficier des soins hospitaliers, vous pourrez bénéficier de remboursement lors de consultations chez le médecin ou chez le dentiste, etc. Alors que en général, si vous avez une assurance privée, cette assurance ne va prendre en charge que les graves accidents et les grosses hospitalisations. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez une vidéo sur comment échanger son permis de conduire français en permis de conduire canadien et comment acheter ou louer une voiture au Canada, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez plus de questions, j'essaierai d'y répondre au maximum. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Je me retrouve seul moi-même dans ce mal-être agréable. Solo je me force à l'être en restant si mal